Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de faire un format un peu différent, un peu plus de façon un peu court. En fait, je vous explique, j'avais déjà ce cours-là, je l'ai fait à une personne vis-à-vis des Ducs Valois de Bourgogne. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des vidéos un petit peu de diaporama avec juste quelques petites notes. Donc là j'ai 2 pages de noms et de notes. Je sais pas exactement combien de temps ça prend celui-là, donc je le couperai peut-être en plusieurs parties, hein, pour que ça soit qu'on puisse regarder quoi. Et je pense que j'en ferai d'autres à l'avenir parce que j'aime bien un petit peu faire ce sort de format. C'est un peu moins embêtant à monter. C'est des sujets qui me passionnent et je pense que c'est beaucoup plus, ce sera assez agréable à voir. Donc c'est parti pour ce cours. Donc les ducs valois de Bourgogne. À la base, ce cours vient en fait d'une personne qui ne connaissait pas ces ducs valois de Bourgogne et j'ai voulu un peu lui faire le cours dessus. Donc tout d'abord l'image. Donc l'image qui est affichée, c'est dans la tour Jean sans peur à Paris, qui est la tour de Jean sans peur, tout simplement, donc deuxième duc valois de Bourgogne, on y reviendra, avec son blason. Donc, en introduction, je voulais vous parler justement de qu'est-ce qui se passe et qui sont ces ducs valois de Bourgogne. Donc les ducs valois de Bourgogne, en particulier le premier, Philippe le Hardi, c'est le fils de Jean II le Bon, roi de France, roi valois, ceux qui ont succédé aux Capétiens, ce qui a déclenché la guerre de 100 ans. On est dans ce contexte-là, donc guerre de 100 ans qu'on fait commencer en 1337. Donc on va revenir vite fait dessus. Oui, l'image ici est un peu floue, mais j'ai pas. Enfin, c'est. Bref, pas grave. Donc qu'est-ce qui se passe avec la guerre de 100 ans? Qu'est-ce qui déclenche la guerre de 100 ans? Donc il y a une partie qui est très connue, donc l'histoire avec le roi d'Angleterre et l'héritage par le roi d'Angleterre, par une femme. Et une partie moins connue, c'est l'affaire d'adultère, enfin de pseudo-adultère, on ne sait pas s'il y a vraiment eu un adultère. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on a Philippe III le Hardi, donc le petit-fils de Saint-Louis, qui va avoir une descendance. Philippe IV, qui est le petit-fils de, euh, de Saint-Louis, il ne faut pas que je dise de bêtises. Donc Philippe IV, qu'est-ce qui se passe avec Philippe IV? Donc c'est le fameux là qui est dans les livres sur les Templiers, le fameux roi maudit. Donc ça c'est un roman du XXe siècle, donc faut complètement oublié d'un point de vue historique, hein, parce que c'est sûrement pas passé comme ça avec le Templier qui est maudit sur je sais pas combien de générations. Donc ça faut bien séparer le roman qui a été fait au XXe siècle et l'histoire. Donc qu'est-ce qui se passe au moins? C'est que c'est le roi capétien, il a 3 fils. Bah, c'est bien d'avoir 3 fils, ça permet d'avoir une succession. Sauf qu'on va avoir un petit problème. C'est-à-dire que Louis X, le Hautain, va avoir un fils, Jean Ier posthume, seul roi de France à avoir régné de sa naissance à sa mort, pendant 2 jours. Philippe V le Long et Philippe IV le Bel, donc ils vont tous mourir. Charles IV le Bel, il faut que j'apprenne à lire. Ils vont tous mourir relativement tôt, hein, parce que il y a Philippe le Long, il meurt en 1322 et son frère meurt en 1323, donc c'est assez rapide. Et ils vont pas avoir de succession mâle. Normalement, c'est le mâle qui hérite les primogénitures à ce moment-là. Euh, donc c'est un peu exceptionnel pour les Capétiens qui, justement par ce qu'on appelle le miracle capétien, avaient toujours un enfant garçon bien portant pour succéder. Mais là non. Donc il faut trouver quelque chose qui va hériter. Et en fait, il y a une affaire qui s'est passée quelques temps plus tôt et qui fait qu'ils ont sûrement eu des difficultés à avoir des enfants. C'est que la femme de Philippe et Charles, donc les 2 enfants, sont accusés par la femme de Louis X, si je ne dis pas de bêtises, d'avoir trompé leur mari, notamment une sœur d'une duchesse d'un duc de Bourgogne. C'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que le sang, le sang de la famille est très important. C'est le sang de France, il faut vraiment que ce soit entre guillemets un sang pur. Donc si elles ont trompé leur mari, c'est-à-dire que si elles ont des enfants, c'est potentiellement pas les enfants de leur mari. Et ça, pour une succession, ça fait un problème de légitimité. Donc on arrive là. Et là, on a, donc voilà, les enferme les femmes. Les 2 frères qui sont accusés d'adultère, parce que oui, c'est 2 frères, sont tués, écartelés. Bref, c'est assez, pour eux, c'est assez vénère. Et du coup, on se retrouve donc à la génération suivante, quand tous les 4, là, Jean, Louis X, Philippe V, Charles IV et Jean Ier meurent. On se retrouve à avoir que 2 femmes directement. On a donc d'abord Jeanne II de Navarre et Élisabeth de France.
Alors justement, en fait, c'est intéressant parce qu'on retient que Elisabeth de France, mais Jeanne de Navarre est aussi très intéressante. Parce que rien, fondamentalement, interdit une femme d'hériter. Ça se fera, et je vous expliquerai dans deux trois cas, on en verra. Mais le problème, c'est que Jeanne d'E, elle est peut-être pas la fille de quelqu'un qui a été accusé de bâtardise, mais on sait pas trop, on hésite, on dit ah, peut-être que la troisième femme, elle a un peu trompé son mari et tout. Donc on hésite un petit peu pour elle, pour le coup. Et du coup, on dit non, elle héritera pas. Ce qui va poser d'autres problèmes, j'expliquerai vite fait après aussi les problèmes qu'il y aura. Et bah du coup, cette fameuse loi dite salique, qui vient du code salien, cette fameuse loi qui dit que les femmes n'héritent pas, bah, quand le roi d'Angleterre arrive, donc Édouard II, en disant que son fils Édouard III peut hériter par sa femme, Isabelle de France, on lui dit non. Alors on lui dit non déjà parce qu'on a dit non du côté de Jeanne II, donc on va essayer d'être un peu logique, enfin les Français vont être un peu logiques de l'époque, et aussi parce qu'il y a un peu une rivalité entre les deux pays, du coup ça permet aussi de dire d'aller se faire voir. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un cousin. Donc on va remonter. Donc si toutes ces branches-là sont, on va dire, pas utilisables pour la succession, on remonte d'un cran et on regarde. Bah, il y a Philippe IV, un frère qui s'appelle Charles de Valois, et il a un fils qui s'appelle Philippe VI de Valois. Donc on va le mettre sur le trône de France, ce qui va déclencher la guerre de 100 ans. Guerre de succession assez classique, hein, mais qui va durer un certain temps, effectivement. Donc qu'est-ce qui se passe? La guerre de 100 ans, donc on se retrouve avec le camp de Philippe VI, qui est le roi entre guillemets légitime de France, enfin qui était nommé roi de France. On retrouve Édouard III, donc le roi d'Angleterre, mais aussi Charles II le mauvais. Alors je précise que c'est le mauvais, il a été surnommé comme ça par le camp français, hein, donc c'est pas de bol, qui va poser quelques petits problèmes. Et pareil, lui, il pourrait être roi de France. Donc on a entre guillemets trois personnes qui peuvent être roi de France, dont un qui est vraiment roi de France. C'est à peu près ça la genèse de la guerre de 100 ans. Donc, on va se concentrer un peu plus sur notre branche qui nous intéresse, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours sur la guerre de 100 ans, même si ça fait 7 minutes que j'en parle, peut-être un jour. Donc, on va se concentrer donc, sur la génération d'après. Donc, je dis beaucoup. Donc, Philippe, le roi de France, a un fils qui s'appelle Jean, le fameux Jean de Le Bon, qui a plusieurs enfants, notamment un certain Philippe le Hardi. Donc, je vais juste revenir sur son surnom à Philippe le Hardi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jean de Le Bon, il participe à la guerre de 100 ans et il va aboutir à la bataille de Poitiers en 1356. Et il va se faire capturer. Il va se faire capturer parce qu'il fait partir tous ses fils sauf le fameux Philippe et il se bat jusqu'au bout de façon chevaleresque. Et donc là, sur la chronique de Froissart, on le voit se faire capturer. Donc Jean de Le Bon milieu, avec à gauche on voit très bien le tabard anglais, donc avec le blason d'Angleterre avec les trois léopards d'or. Alors il y a un peu il y a deux trois autres couleurs, mais léopard d'or sur fond de gueule, qui revendique la couronne de France. On voit très bien avec les cartelets avec les fleurs de lys. Fleurs de lys, ils sont en haut à gauche, ce qui normalement c'est plutôt la famille principale qui est en haut à gauche. Bref, donc on voit se faire capturer. Qu'est-ce qui se passe? On dit que Philippe le Hardi, qui était assez jeune à l'époque, serait resté avec son père, serait battu jusqu'au bout, et du coup on lui donne le surnom de Hardi. Ce qui est représenté sur cette image incroyablement anachronique à droite. Donc on voit le roi Jean de Le Bon avec une hallebarde, avec son fils qui combat les Anglais de façon valeureuse, avec l'Anglais qui est mort par terre et tout. Alors, ça s'est passé ou ça s'est pas passé, tout serait-il que le roi de France s'est capturé. Et son fils, du coup Philippe le Hardi. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il faut remettre dans sa famille. Donc là, je vous ai mis le père et les enfants. Donc on a d'abord Jean de Le Bon, donc roi de France. Donc là, je vous ai mis les dates de règne. Hein. Voilà. Donc roi de France entre 1350 et 1364, avec ce magnifique tableau, portrait. Ensuite, on a Charles V, le sage. Donc c'est le fils de Jean de Le Bon, le premier, donc il va hériter à son père. Donc il va obtenir ce blason-là. Alors, pas ça au début, mais en gros, il va récupérer le blason de la famille principale des rois de France, ce qui est normal. Ensuite, on a le second fils, donc Louis Ier d'Anjou. Je vous remettrai une carte, donc voici ce portrait avec son blason. Jean de Berry, bon pareil, là c'est sur les très riches heures du duc de Berry, donc un magnifique manuscrit. Et ensuite, on a Philippe II le Hardi. Enfin, Philippe d'abord le Hardi, qui est d'abord comte de Touraine. Donc on a ce blason-là qu'on va retrouver ensuite. Donc il est comte de Touraine de 1360 à 1363, avant de devenir duc de Bourgogne. Donc il est fils, frère et oncle, fils, frère du roi, quoi.
Donc il récupère la Touraine en 1360. Donc je vous ai mis une petite carte. Ce qui est en bleu, c'est l'Île-de-France. Alors c'est pas de ces territoires-là dans cette forme-là exactement, parce que c'est une carte juste avant la Révolution. Sauf que c'est la seule carte blanche correcte que j'ai vue sur internet, donc il faut pas voir exactement ces formes-là, il faut voir à peu près l'endroit où ça se trouve. Voilà. Ce qui est en vert, c'est l'Anjou. L'Anjou. Ensuite, on a la Touraine en jaune, et ensuite, on a le Berry en marron. Et ensuite, on a la Bourgogne en rouge. Alors, avec deux, trois comtés, le comté de Charolais et tout ça, qui ont été rajoutés sur la province de Bourgogne, donc elle n'est pas si grande que ça à l'époque, quand même. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il va récupérer la Bourgogne? Parce que en 1361, il y a un certain Philippe de Rouvre, donc Rouvre c'est à côté de Dijon, qui meurt. Il meurt de la peste. Bêtement en plus, assez jeune, sans descendant. Et qui sont ces fameux ducs de Bourgogne? C'est les ducs capétiens de Bourgogne. Donc ils sont liés à la famille royale. Donc c'est des cousins un peu lointains de tout ce monde. Et donc là je vous ai mis son sceau et son armoirie. Donc armoirie un peu connue quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là je vous mets le petit truc. C'est que il y a différentes personnes qui vont essayer de revendiquer la Bourgogne. Parce qu'ils sont cousins. Donc c'est un peu le bazar. On a donc Jean II le Bon et on a aussi le fameux Charles de Navarre, Charles le Mauvais, qui aurait pu récupérer aussi la Bourgogne, encore lui. Mais ils sont mis d'accord pour répartir à trois, en gros, l'héritage de ce duc, qui avait différents comtés et ce duché, en excluant Charles le Mauvais, parce qu'il l'aimait pas trop. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il hérite? Donc là c'est un peu le bazar. Donc on voit Philippe de Rouvre, au milieu là, en 1361 il meurt, qui a épousé Marguerite de Flandre, on en reparlera d'elle parce qu'elle est assez importante, et qui va en fait mourir, donc assez jeune, donc sans son descendance. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que d'abord, il y a ses deux parents, donc Jeanne d'Auvergne et Philippe, lui il n'a jamais été duc, mais il était mort trop jeune. Mais il était très romantique, il y a un roman dessus carrément. Mais quand il meurt, qu'est-ce qui se passe? Jean le Bon va épouser Jeanne d'Auvergne, donc la mère de Philippe de Rouvre, donc va devenir le beau-père de Philippe de Rouvre, mais il n'hérite pas de Philippe de Rouvre parce que c'est son beau-père, mais parce que c'est son cousin. C'est un peu le bazar. Je vais pas trop insister là-dessus parce que la géologie c'est une horreur et c'est un peu compliqué, donc ça sert à rien de trop rentrer dans les détails. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc Jean II le Bon récupère la Bourgogne. La Bourgogne aimerait bien éviter d'être dans le domaine royal, pas de bol, elle y arrive. Et on a une espèce de Bourgogne qui appartient au roi, mais on met un représentant du roi qui se fait un peu bousculer dans tous les sens. On laisse un peu l'armée de Charles le Mauvais passer à droite à gauche. Et ça va s'arrêter justement en 1364, quand le roi va nommer d'abord de façon un peu discrète son fils, et ensuite c'est son Charles V, donc le fils de Jean II le Bon, qui va nommer officiellement Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Et là on a un frère et un fils de roi qui devient duc de Bourgogne. Donc la Bourgogne se pacifie à ce moment-là parce qu'elle se sent respectée. Là je regarde le temps, oui effectivement je vais couper au moins en deux. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? On a le mariage de Marguerite de Flandre avec Philippe le Hardi. Alors la Flandre, c'est un territoire riche, c'est un territoire qui fait du tissu notamment, qui a tendance à se rebeller tous les 4 matins et qui est partagé entre le fait que ce soit un territoire français et le fait que ce soit assez proche de l'Angleterre par l'apport des moutons. Donc il y a d'abord un mariage qui va essayer de se faire entre Marguerite de Flandre et un Anglais. Ça va pas se faire ça va être annulé pour deux raisons, parce que déjà la grand-mère de Marguerite de Flandre est quelqu'un de la famille de France et refuse sa petite fille passe du côté de l'Angleterre, et ensuite on va utiliser le prétexte qu'ils sont cousins pour faire casser le mariage auprès de la papauté, ce qui passe, pour après faire marier Marguerite de Flandre à Philippe le Hardi, alors qu'ils sont tout autant cousins eux deux. Donc ils se marient. Donc là c'est son portrait qui est en haut à droite et son blason qui est en haut à gauche, donc le blason de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et le blason de Flandre. Ils se marient. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il y a le premier problème, c'est Charles VI. Charles VI, il y a un problème avec lui. Donc c'est le fils de Charles V, le sage qui meurt assez vite quand même. Et Charles VI, qui est dit le bien-aimé, qu'on connaît nous sous le nom du fou, enfin de Charles VI le folle,
comme son surnom actuel l'indique, il avait des problèmes de folie. C'est-à-dire que il pétait des câbles, il voulait tuer sa femme, et il voulait arracher les fleurs de lys parce qu'il ne voulait pas être roi. Et il disait que son frère voulait le tuer. Mais par intermittence, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il était sain d'esprit, il y a des moments où il n'était pas. Donc le problème, c'est que dans son enfance, ce n'est pas public, ou du moins, il n'avait pas de crise de folie, donc déjà, il faut des personnes qui l'encadrent, ce qu'on va appeler le gouvernement des oncles. Mais quand il grandit, que sa première crise de folie en public se fait en 1392, donc en quand il va faire la campagne de Bretagne, bah, on est obligé d'avoir une tutelle tout le temps pour ce personnage. Ce qui est un peu inconvénient parce qu'il règne quand même 42 ans. Ce qui est énorme pour quelqu'un qui n'est pas capable de s'autogérer par intermittence. Donc c'est ce qui va relancer la guerre de 100 ans aussi, ça. Et donc on a d'autres choses qui se font. Donc là je vais m'arrêter sur un épisode qui se passe en Flandre justement. Donc ça je vais prononcer n'importe comment mais c'est pas grave. C'est la bataille de Rosbeck. Donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc c'est en 1382 la bataille de Rosbeck. Et dans ces années-là, qu'est-ce qui se passe? Les villes de Flandre se rebellent. Alors ça arrive tous les 4 matins, ne vous inquiétez pas, c'est assez régulier. Et qu'est-ce qui se passe? Là c'est surtout certaines villes qui vont se rebeller plus que d'autres, hein, c'est Gand notamment. Donc c'est pour critiquer les impôts, pour revendiquer leur indépendance. Sauf que là, ça va finir un petit peu plus en bataille, ça va commencer à lever des tensions. Donc on se retrouve d'un côté à avoir la famille Van Artevelde, donc père et fils, donc leur blason est à droite, qui vont un petit peu réussir à regrouper des villes autour d'eux et des armées. Et de l'autre côté, donc la famille de Flandre, donc avec la grand-mère qui est encore en vie, mais aussi surtout le fils qui dirige un peu les armées, donc Louis de Malle, qui se prennent un peu la tronche. Philippe le Hardi, vu que c'est le beau-fils de Louis de Malle, il intervient en récupérant l'Ouest de France pour son profit personnel, donc c'est pas terrible, mais bon, il profite qu'il puisse le faire. Et ça va s'achever justement avec la fameuse bataille de Rosbeck où il n'y a plus quasiment que les rebelles de Gand qui se battent. Et ils vont être massacrés et le fameux Philippe de von Artevelde va être tué. Ensuite, on a une première tentative qui va être faite sous Philippe le Hardi de faire un ordre chevaleresque, les chevaliers de l'Arbre d'Or, donc ça rappellera à certains ce qui va se passer après, qui va un peu échouer, qui va pas marcher, qui n'a pas laissé grande trace. Donc on va passer au second duc, donc le duc de Bourgogne, Jean sans peur. Donc d'abord, Jean sans peur, avant d'être duc, il y a une enfance, évidemment. Et c'est un petit con, c'est, si on peut dire. C'est quelqu'un qui est assez excité, qui voilà. Et la preuve de ça, c'est que sa mère, Marguerite de Malle, si elle meurt, c'est lui qui hérite de la Flandre. Sauf qu'elle a peur de mourir avant qu'il soit mature, entre guillemets. Et du coup, elle fait un texte quand il est encore jeune, comme quoi, si elle meurt, c'est son mari qui hérite et pas son fils. Pour que son fils ait le temps de grandir. Donc là, le portrait à droite, c'est Jean sans peur, donc il tient dans la petite main une émeraude que Philippe leur dit acheter, qui est le symbole entre guillemets des ducs de Bourgogne, donc c'est un peu comme une couronne. Et à gauche, c'est son blason, donc avec la Touraine et la Bourgogne, et avec le centre, la Flandre. Même s'ils n'ont plus la Touraine, c'est le symbole de leur famille. Très beau tableau, entre guillemets, celui-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour qu'il se fasse la main? Papa va financer une croisade. Oui, les croisades durent quasiment jusqu'à François Ier. La dernière croisade, si je dis pas de bêtises, elle est le roi juste avant François Ier. Qu'est-ce qui se passe? Donc on fait une croisade, donc on va pas aller jusqu'à Jérusalem, on n'est pas à ce niveau-là quand même. Mais dans les pays baltes, Hongrie, tout ça, il y a des Turcs qui font des poussées, qui continuent leur poussée. Et on va y aller, on va se dire, on va faire une croisade, on va les repousser. Et la bataille qui va être une catastrophe totale, c'est la bataille de Nicopolis, donc en 1396. Donc déjà ça partait mal parce qu'il partait avec des malles, il y a beaucoup de critiques là-dessus dans les sources, où il partait avec des malles et des malles de tissus, de vêtements, et pas tellement d'armes. Voilà, c'était un petit peu, il partait un peu en vacances, on avait l'impression. Et ils arrivent là-bas, ils discutent avec le roi d'Hongrie. Le roi d'Hongrie dit qu'il faut surtout pas faire foncer comme des boulets avec les cavaleries. Qu'est-ce qu'ils font? Ils foncent comme des boulets avec une cavalerie.
Donc c'est une défaite totale, il y a énormément de gens qui sont massacrés, c'est une perte énorme. Et Jean sans peur est sauvé par un soldat de ses troupes qui avait combattu pour les Turcs et qui leur dit surtout ne tuez pas, il faut des sous. Mais malgré que ce soit une défaite, c'est le seul de sa génération à avoir fait une croisade. Et ça c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc il devient duc en 1404. À la mort de son père qui meurt probablement de maladie un peu grippale, plus de 70 ans, donc il était assez âgé, il chope ça et il meurt. Et il n'a pas la même subtilité que son père niveau diplomatie. C'est-à-dire qu'on a un problème, c'est que tant que c'était Philippe le Hardi qui était vivant, il pouvait gérer de façon tutélaire la France, s'il était l'oncle du roi. Il avait un poids. Mais quand il meurt, Jean sans peur, c'est qui? C'est le cousin du roi. Et le roi, il a quoi? Un frère, Louis d'Orléans. Avec le blason à gauche, justement. Donc, les deux personnages vont se prendre un peu la tronche, il va y avoir des péripéties, il va y avoir d'un côté et de l'autre qui vont se tirer le bout. Avec notamment les Parisiens qui sont pro-bourguignons, hein. Faut le savoir, ça. Et en fait, le problème, c'est qu'en 1407, il va faire un peu une bêtise. Il va assassiner son cousin. Alors c'est jamais top, mais il va pas l'assassiner avec du poison, un truc discret. Non, non, il va y aller à coup d'épée. La miniature représente bien ça. Qu'est-ce qui se passe? Le cousin est allé dans l'hôtel de la reine, avec quelques personnes avec des torches qui sont représentées sur la miniature, et c'est tout, quoi. Pas de garde, ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui lui dit qu'il aille voir le roi pour un conseil. La nuit commence à tomber. Et il y a un guet-apens, il est massacré. Et comme c'est un traître, là on voit que c'est une image qui est pro-bourguignonne, puisque sa main est coupée, donc comme les traîtres. Il est assassiné. Alors, il y a deux rigolos, donc je vais les appeler Perceval et Garadoc parce que j'ai pas leur nom, on n'a pas leur nom, qui ont fait l'assassinat. Qu'est-ce qu'ils ont comme une bonne idée? Ils ont mis des choses trappes. C'est une bonne idée. Sauf qu'ils ont mis des choses trappes jusqu'à l'hôtel où ils dormaient. Bonne idée. Du coup, ça a été très facile de les retrouver. Et là où il est un petit peu pas malin, le Jean sans peur, c'est qu'au lieu d'essayer de continuer à alimenter des fausses pistes, il va dire que c'est lui qui a fait ça. Et il va quitter Paris sans prêter hommage au roi, donc c'est en plus une erreur, et il va partir. Et donc ça va lancer une guerre civile, qu'on appelle la guerre civile bourguignon-armagnac, donc avec les Bourguignons, Jean sans peur et ses descendants, et de l'autre côté, les Armagnacs. Donc pourquoi les Armagnacs? Parce que le fils de Louis d'Orléans va épouser la fille de la famille d'Armagnac, donc ça portait le nom du parti Armagnac, et ça va jamais vraiment faire des grandes batailles, entre eux du moins, mais le problème c'est que ils vont lever des armées qui vont pas se battre, qui vont pas pouvoir avoir du bétail et qui vont le laisser repartir. Et ces gens-là, ils vont aller piller les campagnes, ce genre de choses, et c'est un peu une catastrophe. Et la dernière catastrophe, c'est la bataille d'Azincourt en 1415. Qu'est-ce qui se passe à Azincourt? À ce moment-là, c'est les Armagnacs qui ont réussi à prendre le pouvoir. Et du coup, il y a toujours la guerre avec l'Angleterre, et on a la fameuse bataille d'Azincourt où les Anglais sont beaucoup moins nombreux. Il y a un film sur Netflix qui est absolument affreux et affligeant qui en parle, mais bon, je vous le conseille pas, juste pour les décors, ils sont jolis. Bref. Qu'est-ce qui se passe en 1415? Les Français qui n'ont toujours pas compris que la cavalerie contre des piques et des flèches, ça marchait pas très bien, foncent contre des piques et des flèches, et on a un véritable massacre de l'aristocratie, d'autant plus que les Anglais qui pensent qu'une partie de l'armée française va revenir les poursuivre, sont obligés de tuer les prisonniers pour s'enfuir. Et là, on a une aristocratie qui est massacrée. C'est une des premières batailles qui fait plus de 1000 morts. Notamment deux frères du duc, le comte de Nevers, qui est en France, donc c'est logique qu'il réponde à Lost, même s'il est du côté bourguignon, et le duc de Brabant, qui est moins logique parce que ça peut être le frère du duc de Bourgogne. Le Brabant, c'est en Saint-Empire. Donc, qu'est-ce qu'il foutait là? Voilà. Et du coup, ça va tuer énormément de personnes d'aristocratie, et en capturer une grosse autre partie. Donc je vous passe les détails entre les moments de massacre, de massacre de Paris fait par un parti pro-bourguignon contre les Armagnacs. Il y a tout un tas de péripéties. Et en fait, un Armagnac célèbre, c'est le futur Charles VII, le fils de Charles VI, qui a eu d'autres frères.
Et il va prendre le parti Armagnac et va participer justement à cette lutte anti-bourguignon. Les Bourguignons, comment ils font pour justifier le massacre d'une personne, le meurtre d'une personne? Et comment ils font, surtout, pour justifier le fait d'avoir tué le sang de France, qui sera reproché par Jeanne d'Arc, et on y reviendra à elle plus tard? Et bien tout simplement, ils vont faire ce qu'on appelle l'apologie du tyrannicide, fait par Jean Petit, donc c'est un théologien, il passe des heures en public à faire l'apologie du tyrannicide. Donc le tyrannicide, c'est quelque chose d'assez nouveau sans être nouveau. Parce qu'on n'a pas le droit de tuer dans le monde chrétien, sauf pour la guerre, la défense, il y a deux, trois raisons. Et le tyrannicide, c'est le fait de tuer un tyran, comme ça l'indique. C'est pas nouveau parce que dans la Grèce antique, le fait de tuer un tyran pour installer une démocratie ou un meilleur régime, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de cités, notamment dans la légende d'Athènes. Mais au Moyen-Âge, c'est un retour de ça. Et cette image, justement, au lieu de vous parler de trop de ce qu'il y a écrit dans Jean Petit, une image suffit. C'est cette image qui est assez célèbre, où le lion de Flandre, donc le bourguignon, le Jean sans peur, assassine le loup, qui est un jeu de mots, parce que le Louis, voilà, et en plus c'est un animal qui est pas du tout positif, donc voilà, qui assassine le loup, qui essaie de s'emparer de la couronne, qui était sous le dais du roi de France. Donc on justifie le fait de tuer Louis. Ça va plus ou moins marcher, il va y avoir des moments où on va dire, on va demander à ce que ça soit cassé, ce texte. Voilà. Donc ça c'était la bataille d'Azincourt. Je vous en ai pas, c'est l'image, je vous en ai parlé avant, c'est pas grave. Donc on voit du côté gauche les Français et du côté droit les Anglais. Donc on voit qu'ils ont le même symbole mais inversé. Alors cette image est complètement fausse, hein, on va pas se cacher. Le fait qu'il y ait autant de piquets, d'archers de chaque côté, autant de cavaliers, non, les Français ils étaient complètement plus, ils avaient beaucoup moins de petits tailles que les Anglais. Et le fait qu'ils soient tous en armure pareille aussi, voilà. Donc on revient donc à cette fameuse Charles VII qui va être roi à partir de 1422, mais il n'est pas encore roi à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe en 1419 et un petit peu avant? Donc il y a une tentative de réconciliation entre Jean sans peur et Charles VII. Donc on n'arrête pas de s'entretuer et tout. Et après on fait une cérémonie où on dit ouais je te pardonne, t'es mon frère, voilà. Et juste avant 1419, il y a une première réunion qui se fait où Jean sans peur promet qu'il va rendre hommage au futur roi Charles. Donc ça s'arrête normalement. Sauf que à ce moment-là, Charles lui dit pas tout de suite, plus tard. Et cela va se faire à Montreux. Donc on dit à Jean sans peur, tu viens à Montreux, donc sur un pont, et tu me prêtes hommage, et voilà, on s'arrête. Il y a beaucoup de personnes dans l'entourage de Jean sans peur qui va dire de ne pas y aller, mais Jean sans peur, qui est une personne de parole, comme un certain nombre de personnes à l'époque, il va. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'image de droite, il y a l'assassinat du duc Jean sans peur. Quelque chose qu'on raconte pas assez, qui explique pourquoi les Bourguignons votent du côté anglais, justement. C'est parce que Charles, qui est un véritable quelqu'un qui tient pas du tout sa parole et qui va être très mal vu pour ça, assassine le duc de Bourgogne, fait assassiner le duc de Bourgogne, ses proches. Et il y a une ou deux personnes qui survivent du côté bourguignon à ce moment-là, dont une personne qui ne devrait pas être dans la réunion mais qui a réussi à rentrer. Et justement, ça va donner une très très mise image à Charles. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà à 28 minutes de vidéo, ce qui est beaucoup. Hein. Donc, je parlerai donc de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire dans une prochaine vidéo, avec justement la suite de la guerre de 100 ans avec Jeanne d'Arc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de moins hésiter pour la prochaine vidéo, que je vais tourner tout de suite. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.